Maintenant, je veux l'avatar de l'anecdote de l'arrêt de ce modant. Un avatar qui parle parfaitement français et je m'ouvre les lèvres. Mais ce n'est pas possible. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ITIC, le comité organisateur de ce magnifique événement, en particulier à mes amis Lise, à Julien, pour m'avoir invité à participer et à partager cette expérience. Je remercie également l'Université Porto-Montaigne pour son accueil chaleureux. Je suis ravie d'être parmi vous dans ces lieux magnifiques. Le thème choisi pour la réflexion et la discussion de ces journées, humanisme numérique et durabilité sociale, est non seulement d'une grande pertinence, mais il nécessite aussi, en raison de son urgence, une projection de débats et de positions au-delà de cet état. Il en va de la cité. Je suis très content parce que les réflexions de la matin et tout sont de la même orientation, préoccupation, incertitude que je partage. Lorsque j'ai reçu l'invitation, j'avais la ferme intention de préparer un test et de partager mes réflexions ici en français, mais je me suis rendu compte qu'il me fallait récupérer beaucoup plus et beaucoup mieux cette langue que j'ai étudiée et aimée il y a longtemps. Je ne vais pas détruire le discours ni vos oreilles, mais pour répondre aux souhaits de mes hôtes, je vais faire une tentative audacieuse. Le corps du discours sera projeté simultanément dans sa traduction anglaise et française afin d'en faciliter le suivi. Je vous remercie de votre écoute, monsieur. J'ai construit une sorte de symphonie chorale polyphonique qui, je vous en avertis, est parfois désaccordée, grinçante, déconcertante, sautillant ou plein de silence. Il ne s'agit pas d'une mélodie plaisante, douce ou paisible, mais j'espère que ces accords, et surtout ces désaccords, suscitent l'intérêt. D'où la structure de ce qui suit, comme s'il s'agissait d'une partition inachevée, en attente d'interprète. Ouverture. Nous sommes des numéros. Idée, adresse, code postal, téléphone, numéro ISIS, compte bancaire, numéro de carte, code PIN, date de naissance, quel âge avez-vous, quelle tête mesurez-vous, combien pesez-vous, quelle note avez-vous obtenue, combien tu as, combien ça coûte, combien tu vends, combien tu achètes, le profit et la perte, la vitesse à laquelle vous vivez, la distance qui vous sépare, le jour, l'air, le temps qu'il vous faudra, la température à laquelle vous êtes, combien il reste, combien il manque, combien ça dure, combien d'argent, combien de likes, combien de followers, combien de visites. Nous sommes devenus des numéros. Des vies et des morts anonymes, sans nom propre, sans identité, sans singularité, sans pluralité. Des êtres insubstantiels,
des êtres remplaçables, interchangeables, une humanité insignifiante, une humanité sans intérêt, une humanité superflue. Tant de violence, tant de violations, tant de guerres, tant d'agressions, tant de blessés, d'assassinats, de morts et de morts. Autant de chiffres sans visage, sans corps, sans voix. Tout est quantifié, l'abondance et la pénurie, l'amour et la haine, la vie et l'amour. Nous sommes des chiffres. Les numéros nous identifient, nous organisent, nous comptent, nous recensons, nous mesurons, nous diagnostiquons, nous classons, nous dominons, nous embellons. Ils nous ajoutent, nous soustraient, nous multiplions, nous divisons, nous fractionnons, nous enterrons, nous désenterrons et même nous dérivons. Numéro négatif, numéro positif, numéro rouge. Et la solitude des numéros premiers, ou la solitude de nous, les nous en transformer en numéros. Numéro entier, numéro naturel, numéro simple, numéro complexe, rationnel, décimaux, binaire. Numéro parfait qui font des vies imparfaites. Premier mouvement. Adagio ou temps lent. C'était la meilleure des époques, c'était la pire des époques. L'âge de la lumière et de l'obscurité, le printemps de l'espoir et liberté du désespoir. Nous avions tout devant nous et il n'y avait rien. Nous allions tout droit au ciel. Nous marchions dans la direction opposée. C'est le premier paragraphe du roman de Charles Dickens, Un conte de débile. Commence ainsi. Les premières décennies du XXe siècle ressemblent à la fin du XVIIIe siècle, au moins à cette époque. Les assurances de progrès alternent avec les menaces de catastrophes. Les promesses d'amélioration infinie se heurtent au avertissement des déclins terminaux. Mais arrêtons-nous un instant sur les concepts qui nous interpellent aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme? L'humanisme est un terme sujet à diverses interprétations. Dans un sens théorique, l'humanisme est toute doctrine qui affirme la prééminence de la dignité humaine, le caractère rationnel et la cause finale de l'être humain, qui met l'accent sur son autonomie, sa liberté et sa capacité à transformer l'histoire et la société. C'est ensemble le triomphe de l'homo humani sur l'homme barbare. Le pluralisme des différentes formes d'humanisme s'exprimera à partir de la modernité dans un large éventail de philosophies et de mouvements humanistes qui veulent répondre d'une manière ou d'une autre aux nouvelles questions, mais l'impact de la modernité, de la science, de la technologie, de l'expérience dramatique des guerres mondiales, des situations de pauvreté et de misère dans le monde, qui appellent non seulement une nouvelle réflexion sur l'être humain, mais en même temps un ensemble d'actions visant à humaniser l'environnement social et naturel. Un humanisme donc qui veut se différencier non seulement par son contenu,
mais aussi par l'accent particulier qu'il met sur le niveau de la pratique et par son engagement éthique pour la transformation intégrale de la condition humaine. Dit Giulio Girardi en 1995, les drames humains du passé récent et les menaces actuelles, guerre totale, camps d'extermination massive, système politique totalitaire, discrimination raciale, lavage de cerveau, armes nucléaires, famine et surpopulation, incertitude sociale, tout cela, nous le répétons, s'impose comme une inspiration nécessaire pour une réorientation universelle des valeurs fondamentales et des principes directeurs pour l'avenir incertain de l'humanité. À cet inventaire des problèmes identifiés dans les années 80 du siècle dernier, il convient d'ajouter aujourd'hui la dure réalité de l'immigration, les camps de réfugiés, la guerre des religions, les guerres provoquées par la lutte pour l'hégémonie mondiale, les catastrophes environnementales, la résurgence des pandémies, les changements climatiques. Telles sont les incertitudes et les drames qui nous placent aujourd'hui dans une crise de civilisation de grande ampleur et qui réaffirme l'urgence de façonner un nouvel humanisme. Une sorte d'humanisme éthique de survie, orienté non seulement vers la déclaration pérenne de la dignité inviolable de la vie humaine, mais qui devient une dynamique d'humanisation qui fasse du monde un lieu habitable et durable pour une humanité redéfinie. C'est sur cette base commune que sont envisagés aujourd'hui les droits fondamentaux de la personne humaine. La découverte des rapports organiques avec la nature et la nécessité historique d'un dialogue permanent entre les différentes conceptions de l'homme et de l'histoire, de l'homme et de la femme. Il s'agit donc de rendre possible la construction d'un humanisme universel et ouvert qui dialogue et s'appuie sur les différences, sur les possibilités de subsistance commune et qui permet, pour la première fois, un dialogue intégral qui ouvre des possibilités de transformation urgente du modèle de monde dans lequel nous vivons, qui est prédateur et insoutenable pour la nature en général et la nature humaine en particulier. Mais curieusement, nous vivons une époque où cette tradition et cet héritage sont remis en question par des philosophies anti-humanistes, post-humanistes et transhumanistes, qui nient leur capacité d'interprétation et d'éclairage de la vie humaine et de la société. Que reste-t-il des grandes questions de la tradition humaniste à l'ère des microprocesseurs, de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie, de la biogénétique et de la nouvelle économie du capitalisme mondial? C'est le triomphe de la raison du marché mondial, de la société de l'information, de la fake news, des universités d'entreprise, du terrorisme international, des luttes pour la domination territoriale et l'hégémonie.
Dans quelle mesure l'humanisme peut-il aujourd'hui revendiquer sa force pour retrouver l'essence face à une humanité errée? Et les sciences humaines, leur orientation en tant qu'éducation et pratique professionnelle universitaire, en la faisant dériver de cette même entreprise de défense de la dignité de l'humain. Second mouvement, andante au temps des promenades. Les questions par lesquelles nous avons terminé la session précédente portent sur le fait de savoir si le développement d'entités dotées d'une intelligence supérieure à celle de l'être humain serait un bienfait ou un malheur pour notre espèce. Dans l'état actuel de l'évolution de l'intelligence artificielle et de la robotique, nous ne pourrions pas donner une réponse complète, même si nous avouons que notre segment est aussi pessimiste. Il est à l'égard du changement général du modèle mondial et de ces dispositifs d'injustice, d'iniquité, de prédation et de cruauté. Le sauvetage de la mémoire est la substance dont se nourrira la condition de la vie. Nous devons inventer des formules pour la construction des subjectivités, des mécanismes de coexistence, des clés pour retrouver l'essence de la communauté face au triomphe de l'immunité installée. La source de l'invention se trouve peut-être dans la tradition transformatrice et combative. Et c'est précisément l'héritage des humanistes de la Renaissance, à commencer par Montaigne, des humanistes éclairés, des humanistes modernes et des humanistes contemporains, principalement français, qui a donné lieu aux réflexions qui suivent. Nous considérons qu'il y a dans l'être humain une ambivalence radicale qui, à la Renaissance, a été magistralement illustrée par Giovanni Pico de la Miranda. Pour ces penseurs humanistes italiens du XVe siècle, l'être humain n'a pas de forme déterminée. C'est lui-même qui doit se la donner. Cela implique que l'être humain peut être un dieu ou un démon. Les plus hautes et les plus nobles ou les plus bas et les plus méprisables. Telles sont les possibilités que cet être humain possède. Nous pensons que l'avenir de l'intelligence artificielle, machines réactives, mémoire limitée, théorie de l'esprit et conscience de soi, pourrait suivre des voies similaires. Surtout si l'on considère qu'il s'agit d'un produit humain et en tant que tel faillible, capable de l'acte le plus noble ou de l'ignominie. Et aujourd'hui, nous transitons en tant que génération écranique, une fois de plus, entre la peur et la fascination qui nous captive et nous rend captifs. Cette fois-ci, en version Ouija. En réalisant les discours sur la servitude volontaire de Léon de la Boétie, qui a sans doute écrit du côté de la démocratie et en faveur du peuple, nous découvrons cette écriture oblique, dont les détours interrogent les questionnements. On ne peut se contenter de situer les fondements de la domination et de régler ainsi la question. Le mérite de la Boétie a été d'élucider l'énigme de la servitude volontaire, d'énoncer les arcanes, les forces
spirituelle et matérielle qui la soutient, à savoir la coutume, la mystification et l'intérêt. Il nous intéresse par sa validité, parce que c'est un texte ouvert qui, au-delà du temps et de l'espace de l'énonciation, nous fait faire l'expérience de l'interconnaissance et nous conduit à sa quête même, celle d'une expérience politique de l'amitié. Il nous transporte dans sa construction d'un microcosme de la Révolution, inscrite dans l'histoire cachée de la liberté. Une histoire souterraine qui se développe au fur et à mesure que se construisent des États démocratiques, précaires et insatisfaisants, incarnant la perfection politique et mettant fin à l'utopie. Et c'est à partir du concept de force qu'il propose l'opposition entre les peuples révoltés et les exigences de l'ordre organisationnel imposé par la vie quotidienne. S'accordant sur les paradoxes autonomie-hétéronomie qui dansent les cadres d'une institutionnalisation continue de la société historique. La notion de servitude volontaire est inconcevable. Il a un caractère intemporel, parce qu'il parle finalement de la perte et du concept d'esclavage volontaire. Il met sur la table la tension qui existe dans tout ordre politique. D'une part, la liberté de l'être humain, et d'autre part, sa volonté manifeste de ramper sous les pieds du maître. Il s'agit de l'acceptation craintive du pouvoir du tyran ou de la conformité désenchantée au réformisme des institutions pseudo-démocratiques. C'est le triomphe du rémunère. Réforme, reconversion, racine, recul, avec lequel s'écrit une histoire qui a oublié les vraies majeures révolutions. Les ressorts de la domination reposent sur le désir de chacun de s'identifier, de se persuader, de se soumettre, de s'assujettir à celui qui, aussi qui, les tyrannise, et de reproduire à son tour l'exercice de la domination sur l'autre, ce qui entretient la chaîne des grands et des petits tyrans dans toutes les sociétés. Les grands mensonges qui refusaient la poésie, la grande mascarade qui révélait plus récemment votre genre, en constatant le triomphe de l'hégémonie sur la domination par son pouvoir de captation. Parce que nous participons tout complaisamment à ces carnavals, à ces vies kidnappées, simulées, fictionnalisées. Aujourd'hui, plus que jamais, spectacularisées en vie de vidéoclips ou en métaverse. C'est la lecture de ces discours qui a suscité le désir de Montaigne de rencontrer la poésie. Depuis, ils ont partagé la passion de la liberté et livré à la même révolte de la pensée. Sous l'influence de la sagesse socratique qu'il admire, il construit ses essais. Ce soliloque qui résonne encore dans la critique des artifices de son temps et du nôtre. La structure interne du livre premier des essais confirme cette tradition. Les hommes de la Renaissance tardive semblent être devenus des êtres sophistiqués qui ne se réjouissent que de l'artificialité de la culture elle-même et dédaignent comme trop grossière la simplicité du naturel.
tout au long du chapitre. Les carnivals, Montaigne prend également une éthique de minimum. Elle est inhumaine, cette sagesse qui pense l'homme dépouillé de sa corporalité, qui prétend en faire un sang et en faisant qu'une bête. Et à la suite de ces lignes, sur un ton grave et mesuré, presque à la manière d'une confession, Montaigne nous livre ses dernières réflexions sur cette question. Parmi nous, ce sont des choses que j'ai toujours vues singulièrement d'accord. Des opinions supracélestiales et des conduites souterraines. Il prétend sortir des mondes et s'évader de l'homme. C'est de la folie. Au lieu de se transformer en ange, il se transforme en bête. Au lieu de s'élever, il tombe. Troisième mouvement. Allez-vous, rapide, modérément vif. Nous allons maintenant entrer dans le nouvel humanisme, celui de la cyberculture. En tentant de déchiffrer si nous y assistons un observateur de la métamorphose ou un explorateur de la vie. Comment penser sont les grands thèmes de l'humanisme dans la cyberculture? La première difficulté tient au poids de la pensée dialectique dans l'approche de la compréhension des changements vécus dans la révolution numérique. Il semble qu'il n'y a pas d'autre façon d'aborder l'évaluation de la direction et de l'orientation des changements qui se produisent au cours de ces process que dans les termes extrêmes, d'apocalyptique ou intégré. Cependant, les attitudes généralement considérées comme une dichotomie des technophobes et des technophiles souffrent d'une limitation commune non triviale, les déterministes historiques et technologiques. Cette attitude générale à l'égard de la technologie désigne les machines qui sont les résultats des décisions et des projets technologiques comme responsables de la formation des cultures et des sociétés, que ce soit par pessimisme ou par optimisme technologique. Le débat social et public sur la technologie est souvent évité et cette dimension de la vie culturelle est présentée comme une sorte de fatalité ou de manipulation perverse par les pouvoirs invisibles des gouvernements et des multinationales. Les caractères recyclés et analogiques de nombreuses métaphores annonçant un nouveau monde courageux semblent corroborer cette relativité du nouveau dans la cyberculture. L'autoroute de l'information à travers l'Internet. De l'homo videns à l'homo navigator. D'une esthétique de l'attente à une esthétique de l'accès et de l'interactivité. Les nomades numériques ou les habitants des espaces de flux. Ou les cowboys du cyberespace, plus communément appelés hackers. Les nomades numériques, bien sûr, n'ont pas grand-chose à voir avec les ancêtres nomades. Les nouveaux voyageurs virtuels sont davantage motivés par les luxe, qui leur permettent de devenir à l'occasion des anachorètes connectés. Une autre version de ce nomadisme numérique est incarnée par les cadres du capitalisme multinational. Une nouvelle classe dirigeante économique qui s'appuie sur l'exploitation globale, recherchant les maximums de profits avec le maximum de portabilité des infrastructures industrielles. L'autre visage du nomadisme
non prévisible dans les discours de l'euphorie révolutionnaire du numérique, est celui des migrants, où le déracinement et la mobilité ne sont pas tant des motifs de libération que des symptômes de misère et d'inégalité. De plus, contrairement aux prophéties de la perfectibilité infinie d'un état post-humain, grâce au progrès technologique, la réalité a montré que ce temps réel n'est pas le temps éternel annoncé, mais plutôt celui de la prévention ou de l'obsolescence maximum. Malgré l'édition des grands gourous de ces post-humanismes, les supports technologiques de la cyberculture ne sont pas les supports d'immortalité dont rêvent les transhumanistes, mais au contraire les plis éphémères qui n'ont jamais existé. Un rapide survol de l'histoire de la pensée technologique du XXe siècle conduit immédiatement au texte de Benjamin, Brecht, Jünger, Heidegger. Chez tous ces auteurs, la question de la technique est liée aux grands thèmes de leur génération: l'art, les masses et la politique. Les anciens éclairs sont ainsi devenus de nouveaux réactionnaires qui, au lieu de brandir l'ancienne bannière moderne des technologies du progrès, soulignent la nécessité d'arrêter de faire dérailler l'Internet. Les anciens éclairs ne s'identifient pas à l'appropriation par les idéologies des nouvelles technologies de l'héritage de la modernité. Dévorés et réorientés dans un sens conservateur, de sorte que maintenant, la révolution ne signifie pas à l'ère de l'avant. Elle n'est plus la locomotive de l'histoire, mais la main qui tire les freins de l'histoire. Les paradoxes de l'humanisme auraient été accomplis. L'expulsion de l'être humain de lui-même, dans la réalisation même de l'humanisme. Son abandon de la nature et sa conversion à une pure liberté d'action et d'être. C'est nécessaire de revenir à la nature de l'humain. Prométhée, l'héros moderne, doit être arrêté. Qui est-ce qui apprivoise l'homme quand l'humanisme écrit comme école de domestication de l'homme? S'interroge Sloterdijk dans les Ilias de Heidegger. Cependant, une grande partie du potentiel libertaire de la tradition humaniste sera objet tant que nous continuerons à comprendre l'affaire publique dans le sens vénérant de la culture écrite, imprimée et de la bureaucratie du papier. Alors que les forces les plus perverses du pouvoir se déplacent librement et comme des éclairs dans les couloirs inconnus de cet espace. À ce stade, la réflexion sur l'humanisme dans la cyberculture rencontrera des questions telles que: quelles sont les réflexions et les représentations du corps dans la littérature numérique? Comment définir et penser la figure du cyborg? Comment les nouvelles formes d'identité individuelle et collective sont-elles mises en scène ou présentées dans les hyperfictions, l'avatar, la poésie numérique, les drames ou l'installation interactive, dans les cybertests tels que les jeux vidéo? Comment les virtualités électroniques reflètent et créent de nouvelles formes d'association et de politique dans les cyberespaces? Et quel type de sujet social
est en train d'émerger, poussant les formes d'organisation politique et sociale au-delà des limites des démocraties modernes. Internet et son système de communication décentralisé semblent annoncer une nouvelle forme de sphère publique. Internet opère un changement qualitatif dans la relation entre la culture et les technologies. Robbins conclut que la technocommunauté est essentiellement un idéal antipolitique. Bien entendu, les positions beaucoup plus enclines à l'incorporation de la technologie dans la configuration de la politique, comme celle du philosophe Roncano, ne sont pas beaucoup plus optimistes en ce qui concerne le cyberespace. C'est plus qu'un rêve de croire qu'un jour Télépoli aura une mémoire collective. Comme si à Télépoli, la connaissance pourrait naître. Télépoli n'est pas la société de la connaissance. Ce n'est rien d'autre qu'un espace sans carte. Le réseau des réseaux est vide de connaissances et n'a pas de mémoire. Il n'apprend pas. Il ne se souvient pas de tout. Si la démythification de la culture virtuelle est nécessaire, c'est parce qu'elle n'a pas encore généré les conditions permettant d'éclairer les solutions aux problèmes les plus graves des mondes dans lesquels nous vivons. Sa vision rejoint celle plutôt pessimiste de Paul Virilio. C'est la coexistence de deux sociétés divisées. L'une est une société de chrysalides, dans laquelle les gens se cachent chez eux, attachés à leur réseau de communication inerte. L'autre est la société des mégalopoles, surpeuplés et du nomadisme urbain. Certaines personnes, celles de la communauté virtuelle, vivront en temps réel dans la vie monde, mais d'autres vivront en temps différent, c'est-à-dire dans la vie réelle, dans les rues. Je ne crois pas, comme c'est souvent le cas lorsque critique les pères de la théorie postmoderne, que les principaux concepts de la nouvelle condition, Lyotard, de la déconstruction, de Derrida, du concept rhizomatique du sujet de Deleuze et Guattari, ou de la remise en cause du jeu cartésien et du concept traditionnel de paternité chez Barthes, ou encore de la révision des architectures de savoir-pouvoir de Foucault, puissent être tenus pour responsables de toutes les divagations de certains discours posthumanistes ou transhumanistes. Au contraire, elles ont ouvert la porte et les fenêtres de la multiversalité, par opposition à l'unique univers, à l'univers unique. Et peut-être, je dis bien peut-être, trouverons-nous en eux d'autres élèves, d'autres lignes de fuite, avec lesquels regarder et habiter le monde à nouveau sans se déplacer pour vivre définitivement dans les métaverses. Ces pensées postmodernes ne reconnaissent pas à la connaissance de soi, sauf que celle-ci n'est considérée comme possible que c'est la base du démantèlement du moi construit, hérité de la modernité philosophique rationnelle, empiriste et aussi idéaliste essentialiste, avec ses dérivations politiques, économiques et esthétiques. La prise de conscience du caractère biologique de l'existence n'implique pas la perte de responsabilité. L'hétérogénéité, l'hybridité, la mobilité ne freinent pas la vie des sens, mais fort la théorie qu'elle est censée être soutenue dans le développement d'instances idéales qui fonctionnent de manière fondatrice et totalisante
pour la pluralité et la mobilité des vivants. La prochaine bataille à mener est donc la récupération d'un sens de la nouveauté pour la culture numérique, au-delà des métaphores issues et des néo-historicismes sclérosants. Selon ce critère, cette nouveauté pourrait d'ailleurs être considérée comme le passage du génie individuel au génie collectif. La véritable nouveauté résidera précisément dans la reconstruction des traditions, du présent et des identités. Dans l'effet de ces auteurs des traditions réinaugurées à partir d'une sémantique différente qui anticipe l'avenir. Et tout cela s'est fait dans le présent, contrairement à la réduction qu'implique le fait de se limiter à la construction de dystopies. C'est en ce sens que la modernité numérique n'existe pas encore et constitue un effort à construire comme tradition, comme forme d'identité. Aujourd'hui, nous communiquons sans cesse. Mais communiquer et se vivre ensemble, l'expérience de la vie en temps réel, les limites de la vitesse socioculturelle, psychologique, qu'un agence humaniste responsable et capable d'assumer l'empire apparent de l'utilitarisme le plus individualiste, la perte de l'avenir et du changement, la prise de conscience que nous sommes des cyborgs à l'ère de l'écologisme, la spécificité possible de la littérature et des arts numériques, les nouveaux modes d'enseignement et d'apprentissage dans l'université du XXIe siècle. On parle de l'être humain comme d'un être inachevé, errant, protéiforme, en métamorphose permanente, et en même temps qu'il exerce sa responsabilité et se construit. C'est les sous-technicons, les cyborgs qui doivent mener la tâche complexe de récupérer l'avenir, de construire de nouveaux champs de recherche qui répondent au présent et de continuer à tester les vieilles questions du passé avec leurs réponses correspondantes. C'est nécessaire l'incertitude qui exige de notre part une action responsable et un nouveau projet. Quatrième mouvement, presto, au temps rapide. La crise de l'humanisme aujourd'hui est évidente. Nous assistons à la montée de l'insignifiance. Pour reprendre les termes de Castoriadis. Les robots, les avancées technologiques telles que les nanotechnologies, la bioinformatique, les nouveaux matériaux, l'open data, les big data, l'internet des objets, l'IA, GPT par exemple, nous devons changer immédiatement les formes d'évaluer en l'université. Sont déjà parmi nous. Ils peuvent coexister dans nos maisons comme machines, comme aspirateurs, rechercher des informations pour nous, comme Google, produire des connaissances à la marche, un réseau sémantique qui apprend au fur et à mesure que des recherches sont générées et que les modèles d'information augmentent, ou nous aident dans notre travail en effectuant des tâches monotones, répétitives.
Dans les années à venir, des innovations apparaîtront qui bouleverseront notre façon de travailler, mais aussi de nous divertir, de socialiser, de rechercher, de prendre soin de notre santé ou de notre environnement. Et ces changements ne seront pas toujours positifs. Au cours des dernières décennies, Apple a créé des téléphones intelligents et avec eux, de nouvelles façons de communiquer, de travailler et de vivre. Google a radicalement transformé notre façon de rechercher des informations. Facebook, Instagram, TikTok, Tinder ont changé notre façon d'être en relation les uns avec les autres, avec la politique et avec les affaires. Aucune de ces entreprises n'aurait été imaginable il y a seulement quelques décennies. La vitesse de changement technologique rend imprévisible ce qui se passe à ce moment même quelque part dans le monde et dont la diffusion modifiera notre rapport à l'autre, à la politique et au monde des affaires. Un grand tsunami technologique est-il en train de se produire qui va révolutionner le statu quo dans lequel nous avons vécu au cours des dernières décennies et modifier substantiellement tous les aspects de notre vie, y compris l'espace que nous habitons? C'est impossible à prévoir. La technologie avance trop vite pour qu'on puisse l'imaginer à long terme, à moins d'écrire de la science-fiction, ce qui ne sera pas mal du tout. Et en tout cas, les nouvelles générations n'ont plus besoin de s'adapter aux technologies comme nous, en migré numérique. Avant de le faire et avec beaucoup d'efforts, elles les dépellent. C'est tendance ainsi que les politiques de l'emploi, politique urbaine, politique de gestion, politique technologique, politique de la société, de la connaissance, politique écologique et convergence de toutes ces politiques. Ce sont ces politiques qui détermineront l'accès physique et économique des citoyens à certaines technologies, qui influenceront les relations de pouvoir, la défense de la vie privée et des groupes sociaux. Ce sont ces politiques publiques, ceux qui faciliteront et encourageront les progrès de la science et de la technologie pour l'innovation sociale et productive. Ce sont eux qui devront éviter que les décisions technologiques ne restent largement entre les mains du marché, qui devront équilibrer les rapports de force. L'implication de l'appareil juridique sera essentielle dans ce domaine. Droit numérique, propriété et régulation de l'Internet. En d'autres termes, j'estime qu'il faut aborder les phénomènes d'appropriation des technologies dans des dimensions. Le niveau de l'acteur, auquel cas l'association entre appropriation et pouvoir devient appropriation et empowerment, et le niveau du social, du structurel, à quel cas le capitalisme est un mode d'appropriation historique qui utilise les technologies numériques pour se concrétiser dans le présent et depuis plusieurs décennies. Ainsi, la question que j'ai posée dans diverses réunions sur le net, qui s'approprie quoi, comment, avec quelles conséquences, à quelle impertinence analytique et politique. C'est le conflit politique le plus important dans ce domaine. Celui qui oppose des millions d'utilisateurs d'Internet à une coalition de sociétés transnationales qui en tirent des profits sidéraux. L'histoire de Google, Amazon, Facebook, Apple, GAFA
dans la dénomination des visiteurs. Il a dit, alimenté par des algorithmes et des analyses détaillées qui absorbent minute par minute l'information grâce à la candeur et à l'addiction de leurs utilisateurs qui habitent les architectures. En d'autres termes, la régulation implique à la fois la gouvernance et la réglementation des normes d'interopérabilité, ainsi que l'arbitrage des différents intérêts des entreprises fournissant l'infrastructure, les contenus et la distribution et la préservation des intérêts des utilisateurs, entendus comme droit. La survie de nos démocraties, le plein exercice de notre statut de citoyens indépendants dépend simplement. Notre seconde vie dans le monde numérique, les aliments génétiquement modifiés, les prothèses de nouvelles générations et les technologies de reproduction sont déjà des aspects familiers de la condition post-humaine. En effet, les frontières entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas ont été brouillées, révélant la base non naturelle d'être humain aujourd'hui. Du point de vue de la philosophie et de la théorie politique, il est urgent d'actualiser les définitions de l'identité et des phénomènes sociaux à la suite de ces ordres. Une simple analyse montrera qu'après avoir constaté la fin de l'humanisme, il faut voir dans cette transformation les mauvaises intentions d'une colonisation de la vie par les marchés et leur logique des profits. Il faut donc adapter la théorie au changement en cours sans nostalgie d'une humanité aujourd'hui perdue, et en saisissant les opportunités offertes par les formes de néo-humanisme qui émergent des mouvements écologiques, des gender et postcolonial estilistes. L'avenir n'est pas une expérience scientifique dans laquelle on change invariable, puis une autre alors que les conditions initiales restent constantes. Nous devons prendre des décisions politiques vitales à long terme sans espoir de savoir, même plusieurs décennies plus tard, si une décision différente aurait donné de meilleurs résultats. Oui, je sais que nous est une fiction plaisante, puisque ce sont les élites qui prendront ces décisions. Mais faisons comme si nous vivions dans une démocratie réelle. Bientôt, si ce n'est déjà fait, nous prendrons soin de notre santé, gérerons nos entreprises, mènerons nos guerres, élirons nos dirigeants, conduirons nos recherches scientifiques, formerons nos goûts esthétiques, dispenserons notre éducation, administrerons notre psychothérapie, organiserons nos amitiés, planifierons dans une partie du monde, un peu moins d'emploi, en matière de longévité, de consommation. Mais combien d'humains jouissent de cette réalité? N'est-ce pas une dystopie normalisée que la condamnation subie par des milliards de congénères dans une grande partie du monde, celle que l'on appelle les troisièmes et même les quatrièmes mondes contenus dans les premiers? On méprise l'extérieur pour apaiser les consciences et vivre avec tant de cruauté. Jusqu'à présent, tous les systèmes sociaux
L'essence sociale même de notre nature animale est le fruit de notre interdépendance. Mais que se passera-t-il quand il n'y aura pas d'interdépendance? Sur quelles valeurs se construiront les communautés? C'est-à-dire que l'égalité est un droit et un intérêt sera reconnu. N'oublions pas que celui qui n'est pas notre égal n'est pas humain. C'est un barbare. C'est-à-dire en méritant certains ou probables de la barbarie. Si la société majoritaire est gouvernée et alimentée par des algorithmes, des automatismes indépendants au service de leurs propriétaires, dans quelle mesure les autres sont-ils nécessaires? Et a fortiori, les autres dangereux, ces autres diabolisés. Mais n'oublions pas en détail, si le système capitaliste n'est pas dépassé en laissant derrière lui la compétitivité, les profits et la croissance illimitée comme règle suprême, nous sommes condamnés à la fin de l'espèce. Les limites de l'écosystème et l'infini de notre capacité de destruction nous conduiront à l'hécatombe. Et ce n'est pas un hasard si les scientifiques ont placé l'horloge à 2 minutes de la fin. L'appel aujourd'hui nous place donc devant le défi incontournable de défendre la vie. Et cela ne peut se faire que par le biais d'une alternative altérative. Nous sommes d'accord avec Derrida quand il dit toute communauté politique sans référence au principe d'altérité est une communauté établie et en l'absence de justice, pensée au-delà du droit et de la morale, au-delà même de la juridicité et de tout moralisme. Car la justice comme rapport à l'autre, Derrida reprend ici l'approche de l'élimination, n'est pas la justice distributive. Les liens de l'égalité qui se calculent est donc lié à cette forme de faire justice limitée à la restitution et à la résolution juridique. Mais la calculabilité, dis donc, et la singularité dans l'exposition non économique à l'autre. Il est de plus en plus difficile de soutenir une culture de la vie qui soit directement proportionnelle au rejet de la cooptation succès du capital. Prendre position pour défendre la vie, et pas n'importe quelle vie, mais celle de vivre dans la dignité, la justice et la coexistence pacifique, devient une offensive culturelle qui érode les fondements économiques, politiques et idéologiques du système. Elle exige un profond changement de mentalité, une nouvelle attitude, un nouveau style d'être et d'être dans le monde. Le dépassement critique des paradigmes et des ancrages hérités est inévitable. Les idées des sujets, des changements, des développements, des progrès et même celles des révolutions sociales, des libérations, des émancipations doivent être modifiées et parallèlement de nouveaux paradigmes historiques, culturels, de pensée, d'organisation et d'action métabolique, sociale, naturelle doivent émerger pour un monde différent.
nous convenons que l'épuisement est généralisé, que la crise globale englobe aussi les paradigmes émancipateurs du siècle antérieur, du XXe siècle. Le socialisme mutilé ou mutilant, marqué par l'égocentrisme, l'anthropocentrisme patriarcal, l'économisme, qui ont fini par s'enliser dans une concurrence stérile avec le capital, mais à l'intérieur du même circuit. Nous avons déjà appris qu'être l'autre côté de la monnaie est excitant pour un temps, mais ne change pas la monnaie. Au cours des dernières décennies, des alternatives ont émergé, bien que faibles et isolées, qui affrontent les mondes racontés à partir de logiques différentes. Des logiques encore éparses, mais orientées vers le dépassement du capital à la recherche de la survie. Une survie qui ne sera possible si elle n'est commune, située dans une perspective de libération d'ensemble de l'humanité. L'humanité une, diverse et dispersée. Il est urgent d'assumer la nécessité de bouleverser l'ordre installé pour faire émerger une nouvelle politique mondiale. Il s'agit de repenser un monde commun, la possibilité d'une humanité partagée. À l'ère où les transits et les connexions sont devenus banals, réalisables sur le plan de l'invention technique, l'objet politique et social reste à inventer. Il y a un décalage profond entre la mondialisation observée et la mondialisation souhaitable pour la survie de la planète. Le défi auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui n'est pas seulement de désoccidentaliser l'universalisme, de nationaliser, d'ethniciser la pensée et l'action dans un monde décentralisé. Il est surtout de réussir à penser un monde commun où les programmes de l'égalité doivent être réinventés à la première page d'une histoire cosmopolite à écrire. Da capo. Nous sommes les plus petits multiples communs et les plus grands diviseurs communs. Nous sommes les logarithmes, nous sommes un tableau Excel, nous sommes la suite de Fibonacci, nous sommes les fichiers numéro, l'enregistrement numéro, nous sommes des codes barres, nous sommes des QR, nous sommes des produits étiquetés, nous sommes des algorithmes, des vies comptées, des vies statiques, des vies contrôlées, des vies surveillées, des vies administrées. Et c'est dommage, parce que les chiffres pourraient être beaux, les chiffres font la musique. Ce sont les seigneurs du temps et de l'espace qui ont tout faussé. Ce sont les maîtres d'un monde quantifié qui exercent la tyrannie et la torture en faisant de nous des nombres brisés. Nous sommes des numéros, pas des pensées qu'elle est la durée d'une invention. Quelle est la largeur de l'imagination? Quelle est la durée de la lucidité ou de la tendresse? Nous sommes des numéros, pas des souffrances
combien pèse leur douleur, quelle est l'échelle de l'angoisse, de la tristesse ou de la solitude. Combien de litres de sang ou de larmes ont été versés. Nous sommes des chiffres vides, pas des mots, pas de danse, pas de chants. Quelle place occupe l'amour et la joie? Comment chronométrer les tempérés? Combien de décibels atteignent les rires ou les cris de révolte? Mais nous pouvons aussi être zéro ou l'infini. Permutation, combination et variation. Car nous sommes aussi un point d'interrogation sans réponse, inconnu, sans éclaircissement. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à une séance de questions. On va faire la coupure pause. Donc, on vous écoute. Oui, la question est la suivante. Est-ce que justement, c'est pas notre angoisse et puis notre impatience qui fait qu'on n'arrive pas à assimiler donc, tous ces changements de paradigme qu'il faut faire en fait. Je ne sais pas. Mais si j'ai la réponse à qui peut faire, déjà le faire. Mais je ne sais pas qui. Comment changeons les mentalités, la fascination pour la vie rapide, la connexion, la réponse immédiate. Je crois que la réponse, c'est pédagogique. Parce que la pédagogie, c'est les ponts de réunion de l'éthique et la politique. L'éthique et la politique sont séparées après le grand siècle avant Christ. Et jamais se réunit. La pédagogie, c'est le lien de réunion de l'éthique et de politique. Un travail pédagogique, c'est fondant pour transformer les mentalités de la prise, de la vitesse, de l'obtention immédiate de tout. C'est nécessaire de récupérer l'éducation lente. L'enseignement et l'apprentissage lent. Hommage, au-delà, à côté de tous les dispositifs électroniques et télématiques et robotiques. Au-delà des liens. Avant, j'ai dit, nous sommes oubliés à changer
le système d'évaluation de notre université. Pour pouvoir comprover que les nouvelles générations réellement aient accès à la connaissance. Parce que génération et génération, les dernières décennies passent pour les classes, l'école, l'académie, l'université, des puntilles. Je crois qu'il y a une autre question. Geneviève? Oui, merci pour effectivement ce partage de grandes réflexions. Et je pense que ça ne marche pas du tout. Je voulais savoir si à quelles alternatives vous pensiez. Est-ce que vous avez vraiment identifié des alternatives sur le fond, quoi, hein, pas seulement des mouvements sociaux dans la rue, des alternatives contemporaines notamment? Je n'ai pas la solution. Seulement, je crois que nous sommes compromis avec l'avenir immédiat de la culture de la vie en planète morte. Et les compromis, la porte par une culture de la vie, c'est au champ des nécessités de notre militance. Une militance politique combative contre toutes les formes de cruauté de apartamiento de l'être humain contre toutes les formes de comptabiliser la vie humaine et à travers de l'éducation, les continus partagés avec autres loin au champ qui parlent la même langue au nom toutes ces inquiétudes, incertitudes et faire l'écho. Unamuno, Miguel de Unamuno, l'auteur espagnol, il dit qu'il a un sens tragique de l'assistance. Moi aussi. Mais le sens tragique de l'assistance ne signifie
renoncer à la volonté permanente de nombrer l'impossible. Nombrer permanemment jusqu'à la mort, non l'impossible, l'improbable. Merci beaucoup. Ah, il y a une dernière question. La dernière. Tout à l'heure, vous avez parlé de pédagogie à mettre en place. Est-ce que vous avez des exemples par rapport à cette pédagogie? Jusqu'à depuis les années 90 des 20e siècle, moi, mon groupe d'équipe d'investigation propose à l'Espagne, à l'île Canaries, à Tenerife, la vie insulaire, c'est différent. La vie insulaire a ses ventajas, cet avantage, et c'est un grand inconvénient. Mais dans l'île Canaries, avec tout l'effort où est possible à l'Espagne, à l'Amérique latine, où est un amateur. Répétons, continue. En éducation, ralentissez l'éducation. Convivons. Il n'y a pas des recours didactiques pour en éducation langue. Il n'y a pas des classrooms ou instruments technologiques pour cette éducation. C'est une éducation pour fomenter la pensée critique, pour partir de la réalité et de l'intérêt de qui écoute et questionner, lire, livre physique, à converser, compartir sa pensée critique de la vie propre et la vie de tout ensemble, de les prochains et les non prochains. Merci.